L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, bienvenue à vous, Rachida Dati. Nous sommes ravis avec Sonia de vous recevoir. Les sujets ne manquent pas, ils sont très variés ce matin. Le premier, si c'était pas un peu tragique, c'est presque une question du bac sur la liberté d'expression que nous avons passé il y a des années. Est-ce que vous considérez qu'ils ont poussé le bouchon un peu loin, les gens de Charlie Hebdo, compte tenu du fait que maintenant on se retrouve avec un pays des dirigeants qui ont mis en alerte autour des ambassades beaucoup de monde, dans au moins 20 pays du monde, justement? On vit dans une démocratie laïque où la liberté d'expression est un principe fondamental. Et moi, je ne saurais le remettre en cause, puisque je l'ai renforcé en tant que garde des Sceaux par la loi sur la protection des sources. Donc, c'est pas moi qui vais... mais il y a les principes, il y a les réalités, les inquiétudes. Qui va aller à l'encontre de ce principe. Mais c'est vrai, je vois bien, même chez vos confrères, tout le monde est un petit peu gêné parce que personne ne veut dire que cette une et cette édition était peut-être mal tombée. Parce que quoi qu'on en dise, on peut aussi se poser la question de la responsabilité des auteurs et des éditeurs sur la publication à ce moment-là de ces caricatures. Enfin, faut aussi peser les conséquences. Mais on entend pas mal par exemple, d'envoyés spéciaux ou d'habitants, d'ailleurs, qui témoignent en Tunisie, dans un certain nombre de pays, justement, qui sont touchés directement par ces affaires-là. J'ai vu des Français, par exemple, en Égypte, qui disent c'est facile pour vous, d'un trait de plume, de pouvoir, comme ça, vous attaquer à des gens dangereux qui peuvent, effectivement, s'attaquer à nos vies. Alors, sans remettre en cause la liberté d'expression, je pense aussi que Charlie Hebdo, c'était pas dans le cadre de la liberté d'expression. Ils ont fait un coup éditorial, pour ne pas dire un coup peut-être marketing aussi, qui peut aussi porter préjudice à nombreux de nos compatriotes. Avant que Sonia ne prenne le relais, est-ce que vous comprenez par exemple François Hollande ce matin ou Jean-Marc Ayrault qui arrive à Dijon, qui sont quand même assez, Manuel Valls évidemment, en tant que responsable, représentant l'État, qui sont quand même très inquiets? C'est normal, la sécurité de nos compatriotes, notamment... Voire en colère, dit-on ce matin, les colonnes du Parisien. Installés à l'étranger, leur sécurité nous incombe. Donc, faut faire aussi très attention. Encore une fois, la caricature, la satire, ça fait partie de nos valeurs, j'allais dire, en France. Avec. On vit avec, et c'est normal. D'ailleurs, je crois qu'aucun Français n'est contre la liberté d'expression. Les religieux eux-mêmes en bénéficient. Ils sont ravis de vivre dans un pays où la liberté d'expression est totale. Pour autant, est-ce que c'était opportun en ce moment où tout le monde est un petit peu crispé? Et je sens que vous avez envie de répondre non. Moi, je pense que non. Voilà. Alors, comme c'est pas politiquement correct de dire cela, si on dit ça, on dit c'est qu'on cède un pouce aux intégristes, aux fondamentalistes. Je ne crois pas. Je dis simplement que la liberté d'expression c'est bien, que la provocation c'est bien, que la caricature c'est bien. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça très drôle, mais bon, ça c'est autre chose. Mais peut-être aussi qu'il faut avoir un peu de responsabilité sur les conséquences de ce type de publication. La manifestation à Paris a été interdite. Certains quartiers seraient sous tension, sous pression, selon les dires des associations qui seraient en contact de la population. Pas vous, ne caricaturez pas. Je ne caricature pas, ce sont les associations. Je termine juste ma phrase. Certains quartiers, c'est-à-dire peut-être les banlieues, ce sont les associations. Ce sont les associations qui parlent au contact des habitants d'une effervescence fiévreuse qui peut gagner certains quartiers. Est-ce que vous le redoutez ? Je ne sais pas ce que ça veut dire certaines banlieues, certains quartiers. Je ne sais pas. Voilà. Moi, je parle des Français, je parle de certains quartiers populaires, mais est-ce que vous pensez que... Je ne sais pas, vous y retournez ? Non, mais les gens qui... peut-être sans doute plus que vous, peut-être, parce que moi... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas le sujet. Je dis simplement, quand je dis vous, j'englobe souvent certains de vos confrères. C'est pas une attaque personnelle, quoi. Je l'ai pas pris ainsi, c'est une question. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas réduire à cela, parce que sinon, on monte les Français les uns contre les autres. Vous savez, on nous a reproché tellement pendant la dernière campagne présidentielle d'attiser les Français les uns contre les autres, des catégories les uns contre les autres, les Français d'origine et ceux qui ne sont pas d'origine. On vous l'a reproché à juste titre, selon vous ? Non, je dis simplement, est-ce qu'on peut sortir un peu de ce débat-là? Vous savez, il y a des gens qui n'habitent pas dans les banlieues, qui n'habitent pas dans les quartiers dont vous parlez, et qui sont heurtés aussi par les caricatures. Voilà, moi je sais que par exemple, dimanche dernier, j'assistais à une messe où certains, nos compatriotes catholiques, sont aussi heurtés que par certaines caricatures ou par la manière dont on les décrit, notamment en ce moment sur les débats par exemple sur le mariage homosexuel. Donc
on peut comprendre que certains de nos compatriotes peuvent être heurtés quand on touche à leur intimité, à leur foi, à leur confession, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur foi. Mais il y a un tissu fragile, par exemple, quand on voit maintenant l'affaire qui se passe justement avec le Niger et AQMI qui menace d'exécuter 4 de nos otages qui sont liés à Areva via une filiale. C'est sûr que s'il se passe un drame dans les jours qui viennent, ce que personne ne souhaite ici et ailleurs, ça va poser quand même un problème moral à l'ensemble d'une communauté, pas simplement aux caricaturistes, à Charlie Hebdo. On a parlé du printemps arabe qui, franchement, aujourd'hui, c'est pas vraiment le printemps. Je trouve que, par exemple, on a aussi une responsabilité, nous, Européens, vis-à-vis de ces printemps arabes. Pourquoi? Parce que ces soulèvements populaires n'ont pas été l'œuvre d'intégristes ou de fondamentalistes, pas du tout. Ça a été des soulèvements populaires très jeunes. Beaucoup de femmes, moi je l'ai vu, je suis allée en Libye encore récemment, on le voit en Syrie, on l'a vu en Égypte, en Tunisie. Ça a été des mouvements vraiment populaires. C'était des peuples qui se soulevaient pour des aspirations légitimes, des aspirations à la liberté, à la démocratie, à vivre comme tout le monde. Et on les a un petit peu laissés tomber, et donc ils ne se sont pas organisés comme une force. Qui les a laissés tomber? Comme une force politique alternative. Donc évidemment, les forces politiques dans ces pays, dans ces régions du monde, les plus structurées et les plus organisées, ont rempli le vide, ont été ces mouvements intégristes. Mais sinon, au départ, ces mouvements ne sont pas des mouvements d'obscurantistes ou de salafistes ou que sais-je. Je dis simplement qu'on aurait dû. Et l'Europe a été absente. Vous savez, quand on réforme le traité européen... Et on en termine si on a beaucoup de sujets. Par exemple, le traité de Lisbonne. Pourquoi on l'a voulu, ce nouveau traité? C'était pour donner plus de poids à la politique étrangère européenne, pour que nous parlions d'une seule voix et de manière plus efficace et plus forte. Je trouve que c'est tout le contraire. Moi, je trouve que Mme Ashton est absente et la politique européenne est totalement absente. Nous ne sommes pas aux côtés de ces peuples arabes pour les soutenir dans la voie et le processus de démocratisation. Parce que l'humour, c'est aussi un apprentissage. La liberté d'expression et la caricature, c'est un apprentissage. Ne croyez pas que tout le monde est prêt à comprendre la caricature et l'humour. Nous sommes en direct avec Rachida Dati et avec Sonia, on a beaucoup de questions. Fillon, président de l'UMP, point d'interrogation. Et Jean-François Copé, président de l'UMP, point d'interrogation. Il est favori pour l'instant. Favori de qui? Des sondages, des enquêtes. Oui, mais parce que dans toutes les séquences politiques. Parce que les sondages ne correspondent pas. Donc vous n'y croyez pas? Non, mais les sondages ne correspondent. C'est pas une élection nationale, une élection au sens. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de panel qui soit crédible? Parce que l'échantillonnage sur lequel est fait ce sondage ne correspond pas à la réalité. C'est pas la base. Donc la campagne, les parrainages ont été déposés. Maintenant, la campagne commence. Mais vous aviez dit que Jean-François Copé était le candidat des militants. Pourtant, quand on fait les comptes, c'est François Fillon qui a rapporté plus de parrainages, même si cette guerre des parrainages peut être ridicule. Est-ce qu'il a montré ses muscles? Non, mais ils ont eu de nombreux parrainages. Alors maintenant, sur le nombre, croyez-moi, voilà. Vous trouvez ça ridicule? Non, mais dites-le. Non, mais d'abord sur le nombre, c'est à vérifier. Pour le reste, les compteurs sont à zéro. Vérifier, vous pensez qu'il faut plus de transparence? Vous savez, c'est très compliqué dans les partis, y compris au Parti socialiste. La démocratie et la transparence, quand il s'agit de l'élection du chef, c'est toujours très compliqué pour les partis. Et donc, pour la première fois pour l'UMP, c'est vrai que les militants sont au cœur du dispositif. Donc, bon voilà, c'est compliqué. Mais une présidence qui naîtrait dans des conditions délicates, forcément, va pâtir pendant les premiers mois des conditions de sa naissance. Si l'un et l'autre se battent et contestent ça, je suis d'accord avec vous. C'est que jusqu'au bout la légitimité de l'élection de l'un ou de l'autre, ça va poser un problème. Non, le président qui sera élu aura le devoir et l'obligation, il n'aura pas le choix, il ne pourra même pas se poser la question de rassembler tout le monde et de travailler avec tout le monde. Pourquoi? D'abord pour réorganiser le parti, pour le faire fonctionner différemment. Et la deuxième chose, c'est effectivement qu'on puisse reconquérir... Dans les deux états-majors, le moins qu'on puisse dire, il y a quand même des tensions assez fortes. On est en campagne. C'est pas les tensions, on est en campagne, c'est pas la guerre. C'est normal. Mais qui a dit? C'est normal qu'on fasse campagne. Mais Valérie Pécresse, à votre place, l'autre jour, disait les instances sont en train de tout verrouiller, on ne sait pas exactement. Écoutez, Mme Pécresse était très contente quand il y a eu les statuts de l'UMP qui verrouillaient l'accès, notamment à la présence de l'UMP, parce que franchement, cette modalité de parrainage qui restreignait les candidatures,
elle en a fait partie au moment du... donc elle aurait mieux fait de se taire. Donc voilà, donc... c'est une question. Mais je vous réponds. Ceux qui effectivement critiquent aujourd'hui les modes de désignation ou d'élection du président de l'UMP ont participé à la rédaction des statuts. Ça ne va pas laisser des traces, des cicatrices, Rachida Dati. On compare parfois à la guerre Balladur-Chirac qui a quand même laissé beaucoup de séquelles. Si effectivement c'est une guerre ou si ça se transforme en guerre, les militants vont nous le faire payer. Et les électeurs aussi. Donc ça veut dire que les prochaines élections, on va les perdre. Et puis après, c'est le chaos pour l'UMP, il faut se dire la vérité. Donc le président de l'UMP, le prochain président de l'UMP, aura une obligation et un devoir de rassembler tout le monde et travailler avec tout le monde. Et vous serez derrière lui, quel que soit le vainqueur. Il doit tendre la main à Jean-François Copé. Ou l'inverse. Quel que soit le président, et moi je souhaite que ce soit Jean-François Copé, parce qu'il a démontré ses talents et de rassembleur et d'organisateur. Vous avez vu, ça tangue et il maintient quand même l'unité de l'UMP. Mais quel que soit le président, sera dans l'obligation de travailler avec tout le monde. Et vous serez derrière lui, quel que soit le président. Oui, moi je serai derrière et devant les militants. Voilà, moi je voudrais que ma famille politique gagne. On ne peut pas laisser la France aller dans le mur avec toutes les réformes qui sont en cours et qui vont arriver. Quand on voit qu'on augmente les impôts de 20 milliards d'euros sans se poser une seule question sur la réduction des dépenses publiques, c'est-à-dire que l'État continue à prospérer et à ne pas réduire ses dépenses, mais on va chercher de l'argent dans les poches des Français, parce qu'on dit c'est 10 milliards pour les entreprises, 10 milliards pour les Français. Mais et 10 milliards pour l'État. Non, il n'y a pas de réduction de dépenses. Ils ont dit qu'il n'y aura pas d'augmentation de dépenses, pas de réduction de dépenses. Donc les 20 milliards, ça sera dans la poche des Français. Je voudrais qu'on vienne à l'épisode que vous connaissez bien, celui où vous avez été garde des Sceaux. Il y a les projets de Christiane Taubira qui sont sortis hier. Il y a beaucoup de choses dans l'adresse qu'elle a faite aux magistrats, mais notamment elle les encourage à prendre des décisions qui soient des alternatives à la prison. Et quelques heures plus tard, Marine Le Pen a dit c'est le retour du gaucho-laxisme. Vous qui avez été garde des Sceaux, vous en pensez quoi? Et après, Sonia enchaînera sur une dernière question. Alors, ce qui m'a choqué dans les annonces de Mme Taubira, qui visiblement ne choque personne, c'est que hier, elle met en cause toutes les peines d'emprisonnement qui ont été prononcées, quand même, elle dit, dans les 10 dernières années, par des magistrats quand même indépendants. On est dans un pays où la justice est souveraine et indépendante. Donc les magistrats ont prononcé des peines d'emprisonnement à l'encontre de délinquants pour lesquels il n'y avait pas d'autre sanction possible que la prison. Elle dit ces peines n'auraient pas dû avoir lieu. Les victimes et les familles des victimes apprécieront. Je trouve ça choquant. Donc elle critique des décisions de justice. Quel garde des Sceaux a fait ça avant elle? Imaginez que je le fasse. Mais j'aurais été au cœur d'une polémique. On aurait exigé ma démission. Elle le fait en toute... Donc elle doit démissionner? Non, mais je veux dire, elle le fait en toute tranquillité. Première chose. La deuxième chose, elle dit faut vider les prisons. Mais pourquoi vider les prisons? Le sujet en France, c'est que... Elle dit qu'il faut éviter le tout carcéral. Est-ce que vous ne caricaturez pas un peu ces propos? Elle dit il faut contribuer à vider les prisons ou ne pas envoyer en prison. Si la peine d'emprisonnement s'impose, c'est pas au garde des Sceaux de donner les instructions de jugement. Ce sont les magistrats qui apprécient et qui condamnent à la prison. Quand ils le font, c'est que la peine d'emprisonnement s'impose. Je dis simplement que pour lutter contre la surpopulation carcérale, deux choses: construire des places de prison, ce que j'ai fait, et aménager les peines, ce que j'ai fait. C'est le meilleur moyen pour lutter contre la récidive. Moi, j'ai multiplié par 5 le taux d'aménagement des peines pour justement prévenir la récidive. D'ailleurs, elle le reconnaît elle-même puisqu'elle demande aux magistrats d'appliquer... Tout dernier point, d'appliquer la loi de 2009 que j'ai fait adopter. Une dernière question? On va dire au revoir et merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, Rachida Dati. Bonne journée à vous, Sonia. Dans un instant, le rappel des titres sur l'antenne de Radio Classique, donc, et puis après, le portrait de challenge qui sera consacré